Je m'appelle Camille Dupont. J'ai 31 ans et jusqu'à récemment, je pensais honnêtement avoir compris comment fonctionnait ma vie. Je n'ai jamais été le genre de femme aux ambitions démesurées ou ayant le goût du chaos. Je suis développeuse informatique, avec des horaires stables, un salaire régulier et un esprit posé qui aime les problèmes avec des solutions claires. J'avais une jolie maison dans une banlieue calme de région parisienne, une routine qui me convenait et un mariage que je croyais solide. Pas parfait, pas comme dans les films, mais solide. Mon mari, Lucas, et moi nous sommes rencontrés il y a 8 ans. Avec le recul, j'ai l'impression que toute une vie a été compressée dans un vieil album photo usé. J'avais 23 ans, je venais de terminer mes études, j'occupais mon premier vrai emploi et je faisais semblant de ne pas être terrifié à l'idée d'être une adulte. Lucas avait 22 ans, il travaillait comme assistant dans une agence de communication, flottant encore entre une carrière professionnelle et l'idée de trouver sa voie plus tard. Il était charmant, de cette façon si naturelle qu'il ne remarquait même pas que les gens se penchaient vers lui quand il parlait. Nous nous sommes rencontrés lors d'un barbecue dans le jardin d'un ami commun. Des assiettes en carton bon marché, des steaks un peu trop cuits, et l'enceinte de quelqu'un qui crachait une playlist coupée par des pertes de connexion. Je me souviens que je me tenais près de la glacière, balayant maladroitement la scène du regard pour trouver une échappatoire, quand Lucas s'est approché de moi et a dit « Tu as l'air d'être en train de calculer comment t'enfuir. » Il l'a dit avec un grand sourire. Ce n'est pas méchant, juste une observation précise. J'ai ri, surprise qu'il m'ait cerné aussi vite, et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par parler le reste de la soirée. Lucas était le genre de personne qui transformait les choses ordinaires en aventures, comme si le monde regorgeait de portes dérobées, à condition de savoir où pousser. À partir de là, tout est allé très vite. Nous avons commencé à sortir ensemble, et j'ai eu l'impression qu'il ajoutait de la couleur à ma vie si tranquille. Lucas était spontané. Des virées en voiture à la dernière minute, de nouveaux restaurants qu'il avait vus sur un blog au hasard, des concerts en pleine semaine, comme si le sommeil n'avait aucune importance. Pendant ce temps, j'étais la fille terre à accent grave terre, la planificatrice, celle qui vérifiait le budget, la météo et le niveau d'essence avant de prendre la route. Ça fonctionnait, ou du moins, c'est ce que je ressentais. Il apportait l'excitation, j'apportais la stabilité. Lucas me disait souvent qu'il n'avait jamais connu de stabilité auparavant, et il le disait avec gratitude. Au bout de 3 ans de relation, nous nous sommes mariés. Un petit mariage, la famille, les amis proches, pas de château de réception, pas de traiteur hors de prix. Aucun de nous ne roulait sur l'or. Et honnêtement, je m'en fichais. Je me souviens de moi, debout dans ma robe, pensant, c'est ça. C'est la vie que j'ai choisie. C'est la vie qui va durer. Après le mariage, nous avons acheté une petite maison avec 2 chambres dans une banlieue calme. Pas l'endroit le plus luxueux, mais il y avait du potentiel, tout comme nous. Pendant un temps, c'était bien. J'allais travailler, je rentrais à la maison, et Lucas était généralement dans la cuisine ou sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone tout en me racontant sa journée. À l'époque, il travaillait toujours dans la communication, donc il y avait toujours des drames. Les clients, les collègues, les délais ridicules. J'écoutais. C'était notre dynamique. Lucas était le beau parleur, le conteur d'histoires, l'étincelle. J'étais l'oreille attentive, l'encre. Nous n'avions pas d'enfants, et c'était un choix mutuel. Lucas n'était pas pressé, moi non plus. Nous disions toujours que nous attendrions d'avoir une meilleure sécurité financière, d'être plus prêts pour cette étape. J'avais l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Avec le recul, je me demande si je ne me suis pas trop installé dans mon confort. Parce que la routine est sournoise. Elle vous fait croire que vous êtes en sécurité simplement parce que vous êtes constant. Je me réveillais, je travaillais, je rentrais, je recommençais. Il y avait des soirées en amoureux. Un dîner dans notre bistrot habituel, un film, un rire partagé, et quelque part au milieu de toute cette stabilité, j'ai cessé de remarquer les petits détails, comme le fait que Lucas se nourrissait d'attention. Ce n'était pas un défaut au début. Il pouvait illuminer une pièce, et les gens gravitaient naturellement autour de lui. Je crois que j'ai commencé à considérer cela comme acquis, supposant que sa chaleur humaine n'était qu'une caractéristique permanente de notre vie. Nous nous disputions parfois, comme n'importe quel couple, pour des broutilles, moi qui oubliais de sortir les poubelles, lui qui laissait traîner ses chaussures partout. Rien de grave, rien qui ne crie au danger.
Mais les relations peuvent sembler parfaites en surface alors que des fissures se forment silencieusement en dessous. Et si vous n'y prêtez pas attention, ces fissures s'élargissent jusqu'à ce que toute la fondation devienne fragile. Je n'ai rien vu venir. Pas à ce moment-là. Il y a 2 ans, nos vies ont accueilli un nouveau personnage. Chloé. Chloé a emménagé dans la maison voisine après que le couple de retraités d'à côté a vendu pour partir s'installer dans le sud de la France. Elle avait environ 28 ans, plutôt jeune pour le quartier, elle était coach sportive, athlétique, pleine d'assurance, d'une confiance bruyante même quand elle parlait à peine. Dès la seconde où elle est arrivée, Chloé était difficile à ignorer. Pas seulement à cause de son physique, bien qu'elle ait eu cette aura de star de cinéma, mais parce qu'elle était toujours dehors en train de faire quelque chose, laver sa voiture, tondre la pelouse, installer une barre de traction dans son jardin. Il y avait toujours une raison pour qu'elle soit en vue. Lucas l'a remarqué tout de suite. Comment aurait-il pu faire autrement? La première fois que nous avons officiellement rencontré Chloé, elle est venue se présenter un samedi matin alors que nous étions dans le jardin. Elle souriait comme si elle nous connaissait depuis des années. Lucas a immédiatement engagé la conversation. D'où elle venait, ce qu'elle faisait, comment elle trouvait le quartier. Je me souviens m'être tenu là, souriant et hochant la tête, plaçant à peine un mot pendant qu'ils discutaient tous les deux comme de vieux amis. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention. Lucas était sociable. Il parlait à tout le monde. Il aurait été tout aussi bavard avec le facteur ou le vendeur du magasin de bricolage. Il ne m'est pas venu à l'esprit que son intérêt pour Chloé avait une température différente. Mais en y repensant aujourd'hui, je vois les petits changements qui ont commencé après ça. Ça a commencé par des conversations banales. Dès que Chloé était dehors, Lucas trouvait une raison d'être dehors aussi. Au début, c'était anodin, aller chercher le courrier, arroser les plantes, sortir les poubelles. Puis, ces petites tâches se sont transformées en discussions de 10 minutes, puis de 15 minutes, le genre de conversation qui ne s'arrêtait pas quand j'ouvrais la porte du jardin. Un après-midi, je suis rentré du travail et je les ai trouvés en train de rire dans l'allée. Lucas tenait un sac de tri sélectif qu'il était censé jeter, et Chloé était nonchalamment appuyée contre sa voiture, le soleil illuminant ses cheveux comme si elle l'avait planifié. Quand je me suis approché, ils se sont tous les deux tournés vers moi comme si c'était moi qui les interrompais. Rien de spécial, a dit Lucas d'un ton joyeux et léger. Chloé me parlait juste de son nouvel équipement de sport. Ça ne s'est pas arrêté là. Quelques semaines plus tard, Lucas a préparé des biscuits. Lucas ne prépare jamais de biscuits. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce que je le voie traverser le jardin avec une assiette dans les mains. C'est juste pour être un bon voisin, m'a-t-il lancé par-dessus son épaule quand je lui ai posé la question. Je me suis dit que c'était gentil, que je me faisais des idées pour rien, que je devrais être heureuse d'avoir un mari aussi aimable. Ensuite, il a acheté de nouveaux vêtements de sport. Pas juste un t-shirt, de vrais vêtements techniques et moulants, le genre dont il ne s'était jamais soucié auparavant. Quand je l'ai interrogé, il a haussé les épaules et a dit « Je pense à me remettre en forme ». D'accord, très bien. Sauf que Chloé faisait son jogging presque tous les matins. Et devinez quoi? La nouvelle routine de Lucas a commencé exactement à la même heure. Un matin, je les ai surpris en train de discuter sur le trottoir alors que je partais travailler. Lucas s'étirait et Chloé lui montrait une technique pour éviter les douleurs au tibia, riant comme s'ils partageaient une blague privée. J'ai fait un petit signe de la main, puis j'ai démarré, mais cette image est restée dans ma poitrine comme un poids glacé. Vers cette période, j'ai aussi commencé à remarquer que les habitudes de Lucas avec son téléphone changeaient. Il avait toujours été collé à son téléphone, réseaux sociaux, textos, vidéos absurdes, mais maintenant, il était sur la défensive. Plusieurs fois, quand je suis entré dans la pièce, il a verrouillé son écran beaucoup trop vite, retournant le téléphone face contre table comme s'il était brûlant. Un soir, j'ai vu le nom de Chloé s'afficher en haut de son écran. Il l'a effacé si rapidement que je me suis presque convaincu de l'avoir imaginé. Quand je lui ai demandé, il a balayé ça d'un revers de main, elle m'envoie des trucs sur le sport, des conseils. Elle est juste sympa. Je voulais le croire, alors je l'ai cru. Mais les petites choses continuaient de s'accumuler, comme de la neige. Silencieusement, constamment, jusqu'à ce que vous regardiez dehors et réalisiez que la porte ne peut peut-être plus s'ouvrir. Une autre fois, j'étais dans le garage et j'ai entendu des rires venant du jardin. Je suis sorti et je les ai vus près de la clôture.
Lucas avait un verre de thé glacé à la main, comme s'il était chez lui dans l'espace de Chloé. Chloé faisait de grands gestes, racontant une histoire, et Lucas la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Quand Lucas m'a vu, il a fait un signe de la main comme si de rien n'était. Chloé me racontait juste un truc drôle qui est arrivé avec un client, m'a-t-il dit plus tard. Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Il y avait une nouvelle énergie dans la voix de Lucas chaque fois que le nom de Chloé était prononcé. Il la mentionnait avec désinvolture, Chloé pense à prendre un chien. Chloé m'a recommandé ce shaker de protéines. Chloé a dit ceci. Chloé a dit cela. Et il y avait ses regards. Le genre de regard que vous ne pouvez plus ignorer une fois que vous commencez à les remarquer. Je ne l'ai pas confronté. Pas à ce moment-là. Une partie de moi refusait de croire qu'il y avait matière à s'inquiéter. Nous avions une histoire. Nous avions une maison. Nous avions des années construites ensemble, brique par brique. Mais une autre partie de moi, celle qui sentait l'étau se resserrer, a commencé à faire plus attention. S'il se passait quelque chose, il fallait que je le voie de mes propres yeux. Et puis est arrivé ce samedi matin, qui a commencé de façon si normale que ça en paraît presque cruel. Je me suis réveillé tôt, comme toujours. J'ai préparé du café, je me suis assise à la table de la cuisine pour faire défiler les actualités sur mon téléphone pendant que la maison bourdonnait doucement autour de moi. Lucas était encore au lit. Rien d'inhabituel. Il aimait les grasses matinées. Pendant un instant, je me suis vraiment senti détendu. C'est drôle comme ça marche. On pense que tout va bien parce qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Environ 1 heure plus tard, Lucas est entré dans la cuisine en pyjama, les cheveux ébouriffés, son téléphone dans une main. Il s'est assis en face de moi, tapotant ses doigts sur la table, jetant des coups d'œil à son écran comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. J'ai su que quelque chose clochait à la seconde où il a refusé de croiser mon regard. « Ça va ?» ai-je demandé en posant mon téléphone. Il a hoché la tête trop vite, puis l'a secoué. En fait, non. Mon estomac s'est noué. Quiconque a déjà été en couple sait que ces mots annoncent rarement une bonne nouvelle. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. La cuisine m'a semblé soudainement plus froide. Je me suis adossé à ma chaise. Très bien, qu'est-ce qui se passe? Lucas a hésité, les yeux fuyants, comme s'il cherchait un atterrissage en douceur. Finalement, il m'a regardé et a dit, « Je ne sais pas comment te dire ça, alors je vais juste le dire. Je crois que j'ai des sentiments pour Chloé. » Pendant une seconde, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. « Pardon », ai-je dit en me penchant en avant, comme si la distance était le problème. Il a dégluti. Je ne voulais pas que ça arrive. C'est juste arrivé. Je passe du temps avec elle, je ressens cette connexion, et maintenant je suis perdu. Perdu? Ce mot a frappé plus fort que la confession elle-même. Pas coupable, pas désolé, pas que j'ai fait une erreur. Perdu. Comme si mon mariage était une option qu'il comparait côte à côte avec une autre. Je l'ai dévisagé, essayant de forcer mon cerveau à assimiler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ai-je fini par demander. Tu es en train de dire que c'est fini entre nous? Lucas a secoué la tête rapidement. Non, pas nécessairement. Je t'aime, Camille. Vraiment. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à elle, et j'ai besoin de comprendre ce que signifient ces sentiments. Mes mains entouraient toujours ma tasse de café, mais je n'en sentais plus la chaleur. Et qu'est-ce que tu veux faire, au juste, ai-je demandé, d'une voix plus assurée que je ne le ressentais. Une pause? Il a hésité, puis a hoché la tête, comme s'il avait répété cette partie. En quelque sorte. J'ai besoin de temps. Je pensais que je pourrais prendre un mois, passer du temps avec Chloé, et voir si c'est quelque chose de réel. Et si ça ne marche pas, alors on se concentre sur nous. Il y a des phrases qui mettent fin à tout. Pas avec des cris, pas avec des portes qui claquent, juste une phrase calme qui révèle votre place dans le cœur de quelqu'un. Un essai d'1 mois, un test de conduite. Et moi, sa femme, j'étais censé l'attendre sagement sur le trottoir comme le choix de sécurité. J'ai cligné des yeux, le regardant fixement, sentant quelque chose en moi devenir totalement immobile. « Tu es sérieux ?» ai-je dit. Lucas a hoché la tête, le regard suppliant. Je sais que ça a l'air fou, mais je ne veux pas gâcher ce qu'on a sans en être sûr.
Je ne veux pas vivre avec des regrets. Des regrets. Comme s'il était celui qui risquait tout. Comme si ma douleur n'était qu'un dommage collatéral de sa quête personnelle. Je suis resté là à le fixer, la colère et l'incrédulité montant en moi comme une marée. Une partie de moi avait envie de crier, de le supplier, de jeter ma tasse contre le mur et d'exiger qu'il se souvienne de qui j'étais. Mais une autre partie de moi, la partie la plus silencieuse, la plus froide, a décidé de rester calme, de lui faire entendre le vide qu'il venait de créer. Très bien, ai-je fini par dire en m'adossant à ma chaise. Lucas a scié, pris au dépourvu. Attends, vraiment? Bien sûr, ai-je dit en haussant les épaules, comme si ça n'avait pas d'importance, comme si mon cœur ne se fissurait pas nettement en son centre. Si tu penses que c'est ce dont tu as besoin, vas-y. Son expression a changé, incertaine. Je pense juste que c'est le meilleur moyen de savoir où en est mon cœur. Bien sûr, ai-je répété. À l'intérieur, quelque chose a basculé. Parce qu'à la seconde où mon mari a demandé la permission de vivre avec une autre femme pendant un mois, je n'étais plus sa femme. J'étais sa roue de secours. Et je ne sais pas si Lucas a vu dans mes yeux à quel point le calme peut être plus dangereux que la rage. Mais pour la première fois ce matin-là, son assurance a vacillé. Il a tendu la main à travers la table, ses doigts effleurant les miens comme si cela pouvait adoucir le coup de couteau. Merci, a-t-il chuchoté, comme si je venais de lui accorder quelque chose de noble. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je crois vraiment que c'est la bonne chose à faire pour nous. J'ai retiré ma main et me suis levé, prenant ma tasse de café. Fais ce que tu as à faire, ai-je dit d'un ton neutre. Et pendant que je quittais la cuisine, la maison derrière moi a soudainement ressemblé à une scène de théâtre après le départ du public, silencieuse, résonnante, attendant que la scène suivante devienne tragique. Lucas n'a pas dit grand-chose après ça. Il est resté assis à la table de la cuisine, comme s'il attendait que je change d'avis, que la dispute éclate, que je pleure, que je le supplie. Comme si c'était le scénario qu'il s'était imaginé dans sa tête. Mais je ne lui ai pas offert ce spectacle. Je suis monté, j'ai pris une douche et j'ai laissé l'eau couler sur mes épaules jusqu'à ce que ma peau devienne rouge. Je suis resté là plus longtemps que nécessaire, fixant le carrelage, écoutant les bruits étouffés de ses pas dans la maison, les tiroirs qui s'ouvraient, les portes de placard qui glissaient, le froissement silencieux de ses décisions emballées dans du tissu. Quand je suis redescendu, il pliait des chemises dans un sac de voyage sur le canapé, comme s'il préparait un week-end, et non un mois d'essai pour mettre notre mariage en péril. Tu n'es pas obligé de partir aujourd'hui, ai-je dit, les mots sortant machinalement, par réflexe. Il a levé les yeux trop vite. Une lueur d'espoir a brillé dans son regard. Je veux dire, ai-je corrigé d'une voix calme, fais comme tu veux. Je dis juste que tu vas un peu vite. Lucas a dégluti. Je ne veux pas faire traîner les choses. Évidemment qu'il ne le voulait pas. Faire traîner, ça voulait dire s'asseoir avec sa culpabilité. Ça voulait dire entendre le silence et réaliser qu'il n'était pas paisible, juste vide. J'ai parlé à Chloé, a-t-il ajouté, comme si ce détail était censé amortir le choc. Elle a dit que je pouvais rester chez elle juste pour le mois. Il a de nouveau attendu. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Ses sourcils se sont froncés, confus. Tu es vraiment d'accord avec ça? Non, Lucas. Je ne suis pas d'accord. Je te regarde sortir de notre vie comme s'il s'agissait d'une porte que tu peux rouvrir dès que tu t'ennuies. Mais je ne l'ai pas dit. Au lieu de ça, je lui ai donné la vérité qu'il méritait. Je ne vais pas t'en empêcher, ai-je dit. Si tu veux faire ça, fais-le. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il avait construit une version de moi dans son esprit, douce, conciliante, désespérée de le garder. Une femme qui s'accrocherait à leur passé comme si c'était de l'oxygène. Mais la vraie moi se tenait devant lui, le visage impassible, avec un cœur qui semblait tout droit sorti d'un congélateur. Lucas a fini de faire ses valises les jours suivants. Il n'en a pas fait un drame. Il n'a pas pleuré. Il n'avait même pas l'air coupable, juste agité, comme s'il trépignait d'impatience vers quelque chose de nouveau et de brillant. C'est ce qui m'a le plus donné la nausée, car ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un faux pas. C'était un choix qu'il construisait à chaque fois qu'il riait un peu trop longtemps dans l'allée. À chaque fois qu'il verrouillait son téléphone, à chaque fois qu'il prononçait le nom de Chloé avec cette nouvelle lueur dans les yeux.
Le jour où il est parti, il faisait un temps ridiculement beau. Le soleil inondait le sol du salon comme si de rien n'était. Comme si l'univers se moquait de moi pour avoir cru en la stabilité. Lucas se tenait près de la porte, son sac de voyage sur l'épaule. Il présentait bien, propre sur lui, soigné, comme s'il partait vers une nouvelle vie au lieu d'en abandonner une ancienne. Il s'est raclé la gorge. Camille. J'ai attendu. Il s'est approché d'un pas comme s'il voulait me serrer dans ses bras, puis a hésité, craignant que l'affection ne le fasse se sentir encore plus mal. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, a-t-il dit rapidement. J'ai juste besoin d'y voir plus clair. Y voir plus clair? Il a dit ça comme si c'était une demande raisonnable, comme si j'étais un brouillard qu'il devait traverser. J'ai hoché la tête une fois. Bien sûr. Son visage s'est crispé. Tu ne vas vraiment rien dire? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme avec qui j'avais ri, fait des projets, construit ma vie. Cette personne à qui j'avais confié les aspects les plus ordinaires de mon existence, les listes de courses, les plans du week-end, les conversations endormies dans le lit. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac, il voulait que j'explose, car cela lui aurait donné de l'importance. Si je criais, cela signifiait qu'il comptait. Si je suppliais, cela signifiait que je ne pouvais pas vivre sans lui. Si je m'effondrais, il aurait pu utiliser ce chagrin comme une preuve d'amour. Mais si je restais calme, si je le laissais partir sans faire de scène, alors sa décision ressemblerait exactement à ce qu'elle était, égoïste. Alors je ne lui ai rien donné. Fais attention sur la route, ai-je dit. Lucas s'est figé comme si je l'avais giflé. Puis il s'est retourné et est sorti. La porte s'est refermée derrière lui, et la maison n'a pas semblé vide tout de suite. Elle a semblé plus silencieuse, comme si quelqu'un avait baissé le volume de ma vie. Je suis resté là pendant un long moment, fixant la porte, attendant que la vague émotionnelle me frappe, la rage, les sanglots, la panique. Mais ce qui est arrivé en premier, c'est le calme. Un calme étrange et stérile. Comme si la partie de moi qui s'était préparée à l'impact pendant des mois recevait enfin la confirmation que, oui, le crash était bien réel. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau et je l'ai bu lentement. Mon mari vivait dans la maison d'à côté avec une autre femme. Si ce n'était pas ma propre vie, ça aurait ressemblé à un scénario de série télévisée ridicule. Les premiers jours ont été les pires, d'une manière très subtile. Pas parce que je pleurais constamment, mais à cause des petits détails. Sa tasse de café sur le comptoir. Son chargeur encore branché sur la prise près du canapé. Une paire de baskets près de la porte d'entrée que je n'avais pas remarquée jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement insupportable. J'ai pensé à mettre ses affaires dans un carton. Puis je ne l'ai pas fait. Pas parce qu'il me manquait, mais parce que toucher ses affaires, c'était comme toucher à un mensonge. À la place, je me suis plongé dans le travail. Je me suis porté volontaire pour des projets supplémentaires, je suis resté tard, j'ai pris des appels dont je n'avais pas besoin, j'ai corrigé du code qui n'était pas cassé juste pour occuper mon esprit. Le soir, la maison paraissait trop grande. Le silence n'était pas paisible. Il était assourdissant, de cette façon dont l'absence est bruyante. Alors, j'ai commencé à aller à la salle de sport. Je n'avais jamais été une accro de la salle de sport comme Chloé. J'avais toujours fait de l'exercice de manière pragmatique, des promenades, des randonnées, des courses occasionnelles quand j'étais stressé. Mais là, j'avais besoin de quelque chose de physique, quelque chose qui faisait mal d'une façon qui ne nécessitait pas de mots. J'ai commencé à soulever des poids, pas parce que je voulais des abdos ou un corps de rêve pour me venger, mais parce que ça faisait du bien de repousser du poids loin de ma poitrine. De transpirer jusqu'à ce que mes pensées deviennent floues, de quitter la salle assez épuisée pour dormir sans rêver. Mes amis ont remarqué que quelque chose clochait. Au début, ils me posaient la question avec légèreté, « Où est Lucas ? Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Tout va bien ? » Et je mentais, il loge chez un ami pour le moment. Des histoires de boulot. Il est très occupé. Je me détestais de faire ça. Pas parce que je leur devais la vérité, mais parce que chaque mensonge me donnait l'impression de le protéger, de garder sa réputation intacte, alors que la mienne pourrissait doucement en silence. Il n'y a qu'à une seule personne que j'ai dit la vérité. Mon père. Je l'ai appelé le 4e jour. Il a décroché à la 2e sonnerie, et avant même que je puisse parler,
il a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ma gorge s'est nouée. « Comment tu l'as su ?»« Je suis ton père, » a-t-il dit simplement. « Parle. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de Chloé, des footings, du téléphone, des aveux à la table de la cuisine, de l'essai d'1 mois. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis mon père a expiré lentement. « Ma chérie, » a-t-il dit, la voix grave et contrôlée. Ce type a un culot monstre. J'ai ri un coup, un rire sec et sans joie. C'est une façon de voir les choses. Écoute-moi, a-t-il repris. Tu n'es pas une option. Tu n'es pas un bouche-trou. Tu n'es pas la valeur refuge vers laquelle il peut revenir quand il aura fini de s'amuser. Mes yeux ont piqué, mais j'ai cligné fort des paupières. Il a continué, plus doucement maintenant. S'il ne connaît pas ta valeur, pourquoi devrais-tu l'attendre pendant qu'il essaie de la découvrir? Cette phrase est restée gravée. Elle n'était pas dramatique. Elle n'était pas poétique. Elle était simplement vraie. Et quand quelque chose comme ça s'ancre dans vos os, ça ne vous quitte plus. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon, toutes lumières éteintes. La photo de notre mariage trônait sur la cheminée comme un mensonge bien ciré. Nous avions l'air si heureux dessus. Si sûrs de nous. J'ai fixé la photo pendant un long moment, attendant de ressentir de la nostalgie. À la place, j'ai ressenti quelque chose de plus froid. J'ai commencé à voir le passé sous un angle plus acéré. Tous ces petits signaux d'alarme que j'avais ignorés parce qu'ils n'étaient pas assez flagrants. Comment Lucas avait toujours besoin d'attention. Comment il s'en nourrissait. Comment il devenait agité quand la vie était trop calme. Comment il aimait être désiré plus qu'il n'aimait être dévoué. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, dans le noir, à laisser mon esprit réécrire silencieusement l'histoire de mon mariage. À la fin de la semaine, une décision avait germé en moi, avec l'immuabilité d'une porte verrouillée. Je n'allais pas rester assise à attendre que Lucas fasse un choix magistral, comme si j'étais un trophée sur une étagère. J'allais faire mon propre choix. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate spécialisée dans les divorces. Être assise dans ce cabinet m'a paru irréel, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Les chaises en cuir étaient trop brillantes. L'air sentait le papier, le café, et l'odeur des gens qui n'élèvent jamais la voix. L'avocate a écouté pendant que je lui expliquais tout. Elle n'a pas réagi de manière dramatique. Elle a juste hoché la tête, pris des notes, puis a dit calmement, « Vous êtes tout à fait en droit de demander le divorce. Cela relève d'une altération définitive du lien conjugal. Des désaccords irréconciliables. » Entendre ces mots a fait un déclic en moi, car c'était ce que nous étions désormais. Pas 2 personnes traversant une mauvaise passe. 2 personnes vivant dans des réalités différentes. Je suis sorti de son bureau avec une pile de documents et un étrange sentiment de soulagement. Pas du bonheur. Du soulagement. Comme si j'avais enfin arrêté d'essayer de soutenir un mur qui s'effondrait à main nue. De retour à la maison, j'ai commencé à prendre de petites mesures. J'ai transféré mon argent sur un compte bancaire séparé. Pas pour être mesquine, mais parce que je n'allais pas me faire avoir une deuxième fois. J'ai regardé la maison avec un œil nouveau, divisant mentalement ce qui était à moi, ce qui était à lui, et ce qui était à nous sur le papier, mais déjà mort dans l'âme. Je n'ai pas encore touché à ses affaires, pas parce que je les lui gardais, mais parce que je voulais que tout soit fait proprement, légalement, incontestablement. Les jours se sont transformés en semaines, et le quartier a commencé à murmurer. Pas en face de moi au début, juste des petits commentaires qui me revenaient aux oreilles comme de la fumée. Un voisin a mentionné avoir vu Lucas et Chloé ensemble au parc, très complices. Un autre a dit les avoir aperçus dans un café en centre-ville, riant comme des adolescents. J'ai hoché la tête poliment quand j'ai entendu ça. J'ai souri comme si ça n'avait pas d'importance. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est tordu. Pas de la jalousie, pas un cœur brisé, de l'humiliation. Parce que je pouvais l'imaginer si clairement. Lucas vivant dans la maison de Chloé, agissant comme un homme libre, comme si notre mariage était un pull qu'il pouvait enlever et remettre à sa guise. Au bout de la 3e semaine, j'ai arrêté de vérifier mon téléphone en espérant des messages de sa part. Il y avait eu quelques textos vagues, « J'espère que tu vas bien. On parlera quand je rentrerai. » Aucune excuse, aucune vraie conversation, juste des miettes qu'il me laissait, supposant que je resterais affamé.
Un soir, je rangeais le garage quand je suis tombé sur une boîte de vieilles photos. Nos premiers jours, nos premiers voyages, nos sourires stupides. Pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de tristesse si aigu qu'il m'en a coupé le souffle. Mais ensuite j'ai pensé au présent, à ce mois écoulé, à la façon dont il m'avait regardé comme si j'étais censé le remercier d'avoir choisi d'y voir plus clair. J'ai fermé la boîte et je l'ai repoussée. Je n'avais pas besoin que ces souvenirs me prennent en otage. Et puis, presque exactement un mois après le jour de son départ, j'ai entendu le bruit d'une voiture se garant dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre. La voiture de Lucas. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il n'a pas bondi. Il s'est simplement posé, comme un juge prenant place au tribunal. Il revenait. Et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Lucas a franchi la porte d'entrée comme s'il revenait d'un voyage d'affaires. Ni hésitant, ni désolé, à l'aise. Son sac de voyage pendait à son épaule, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sa veste à moitié zippée, comme s'il avait répété cette entrée devant un miroir. Il a posé son sac près de la porte et m'a souri comme si nous reprenions une conversation mise sur pause. « Salut » a-t-il dit. « Je suis de retour. » J'étais assise sur le canapé, zappant à la télévision, le son coupé. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. « Bon retour » ai-je dit d'un ton neutre. Les mots ont mal atterri, trop plats, trop contrôlés. Il a hésité, comme s'il s'attendait à plus. Des larmes, de la colère, du soulagement, quelque chose qui lui prouverait qu'il comptait toujours. Comme je ne lui ai rien donné de tout ça, il s'est approché et s'est assis sur la coudoir du canapé, prudemment, pour ne pas m'effrayer. « On devrait parler » a-t-il dit doucement. J'ai posé la télécommande, coupé complètement la télévision, puis je me suis tourné vers lui. « Très bien » ai-je dit. « Parle. » Lucas a pris une inspiration, le genre de respiration que l'on prend avant de prononcer un discours répété une dizaine de fois. « J'ai beaucoup réfléchi » a-t-il commencé. « À moi, à nous, à ce que je veux. » J'ai hoché la tête une fois, en attendant la suite. « Je tiens à toi, Camille. » Vraiment a-t-il dit. « Et je pense qu'on peut surmonter ça. Je pense qu'on peut reconstruire ce qu'on a. » Reconstruire. Il l'a dit comme si nous avions simplement ébréché une assiette, et non pas pulvérisé. Je suis restée silencieuse. Cela l'a mis mal à l'aise. Chloé est une fille géniale, a-t-il poursuivi, et j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas réagir. Elle est amusante et stimulante, mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin sur le long terme. Elle est immature. Elle n'a pas la stabilité que tu m'apportes. Et voilà. La comparaison, le déclassement. Il a souri comme s'il apportait une bonne nouvelle. Je crois que je me suis juste laissé emporter par l'excitation de la nouveauté, a-t-il dit. Tu sais, et une fois que ça s'est estompé, j'ai réalisé ce qui compte vraiment. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé remplir le silence avec ses rationalisations, ses phrases toutes faites, sa tentative de présenter ce dernier mois comme une expérience formatrice plutôt que comme une trahison. Quand il a finalement fait une pause, observant mon visage pour guetter une réaction, je me suis levé sans dire un mot et j'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai ouvert un tiroir, j'en ai sorti une pile de papiers soigneusement rangés, et je suis retourné dans le salon. Je les ai posés sur la table basse, entre nous. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en fronçant les sourcils. « Les papiers du divorce » ai-je dit simplement. La couleur a quitté son visage. Il a ri un coup, un rire court et nerveux. « Tu plaisantes. »« Non » ai-je répondu. « Je ne plaisante pas. » Il a fixé les papiers comme s'ils pouvaient se transformer en autre chose s'il les regardait assez longtemps. « Tu as lancé la procédure » a-t-il demandé. « Oui. » Il a relevé brusquement la tête. « Pendant mon absence ?»« Oui. »« Tu demandes le divorce ?» Sa voix s'est brisée, l'incrédulité laissant place à la colère. « C'est exact. » Pendant un instant, il est resté figé. Puis, son expression s'est durcie. « Un second choix » a-t-il lâché d'un coup en se levant. « Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. J'étais perdu, Camille. J'avais besoin de temps. Et tu as décidé que la meilleure façon d'y voir plus clair, ai-je dit calmement, c'était d'emménager avec une autre femme. Ce n'est pas juste, a-t-il rétorqué. Je ne suis pas parti pour mettre fin à notre mariage.
Je suis parti pour m'assurer que je ne faisais pas une erreur en restant. Je l'ai regardé, vraiment regardé. On ne teste pas un mariage en le fuyant, ai-je dit doucement. Sa mâchoire s'est crispée. Tu jettes tout à la poubelle pour une seule erreur. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix. Tu as choisi de flirter. Tu as choisi le secret. Tu as choisi de franchir cette porte. Ce n'étaient pas des accidents, Lucas. C'étaient des décisions. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, cherchant un argument qui ferait mouche. On a une histoire, a-t-il fini par dire. On a une maison, des projets. On ne jette pas ça comme ça. Je ne l'ai pas fait, ai-je répondu. Tu l'as fait il y a un mois. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais voir la prise de conscience se former en lui. Lente, brutale, indéniable. Ce n'était plus lui qui décidait désormais. J'ai fait une erreur, a-t-il dit, la voix plus douce maintenant. Je l'admets, mais on peut réparer ça. J'ai croisé les bras. Je ne suis pas intéressé à réparer quoi que ce soit avec quelqu'un qui me traite comme une roue de secours. Ce fut le coup de grâce. Son visage s'est tordu de colère. Tu es froide. Je suis honnête. Tu me punis. Je me choisis. Il m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. La conversation s'est effondrée après cela. Il a essayé de me faire culpabiliser, en me rappelant nos voyages, nos rires, ce que nous étions avant. Il a essayé de jouer sur la peur, en évoquant la difficulté des rencontres à notre âge, la solitude de la vie en solo. Il a même essayé d'attirer ma pitié. La voix tremblante, les yeux brillants, comme si les regrets pouvaient acheter le pardon. Rien n'a fonctionné. Finalement, il a de nouveau attrapé son sac de voyage, les mains tremblantes. Tu fais une erreur, a-t-il dit sur le pas de la porte. Non, ai-je répondu. J'en corrige une. La porte a claqué derrière lui. Et pour la première fois en un mois, j'ai dormi sans me réveiller au milieu de la nuit. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré. Ce n'est pas fini. J'ai fixé le message une seconde, puis j'ai verrouillé mon écran et j'ai posé le téléphone face contre table. Il avait raison sur un point. Ce n'était pas fini. Mais ce n'était plus à lui de contrôler l'histoire. Lucas ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour profiter du silence. Dès le lendemain soir, au moment même où je rinçais une assiette dans l'évier, quelqu'un a commencé à tambouriner à la porte d'entrée, comme pour la dégonder. Camille, ouvre la porte. Sa voix a résonné dans la maison, perçante, frénétique, familière d'une manière qui a tendu mes épaules. J'ai fermé le robinet, je me suis lentement essuyé les mains et je me suis dirigé vers la porte. Quand je l'ai ouverte, Lucas est passé en force, sans attendre ma permission, et a fait irruption dans le salon comme s'il était toujours chez lui. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, en faisant les 100 pas. Tu ne peux pas demander le divorce sans me laisser une chance d'arranger les choses. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Ta chance, tu l'as déjà eue. Ce n'est pas juste, a-t-il riposté en se tournant vers moi. Je ne suis pas parti pour mettre fin à notre mariage. Je suis parti pour faire le point. Et pendant ce temps, ai-je dit calmement, tu as fait le point et tu as réalisé que ça ne te dérangeait pas de me perdre tant que tu avais quelqu'un d'autre sur qui te rabattre. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors explique-moi, ai-je dit. Explique-moi en quoi emménager avec une autre femme était censé renforcer notre mariage. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses pas se sont ralentis. J'étais perdu, a-t-il finalement dit, la voix brisée. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je le sais maintenant. C'est nous que je veux. Trop tard, ai-je répondu. Les mots sont sortis de manière posée, mais ils ont frappé fort. Lucas m'a regardé comme si je venais de l'effacer. Tu n'as pas le droit de décider ça toute seule. Si, j'en ai le droit, ai-je dit. C'est ce qui arrive quand l'un des deux s'en va. L'autre a le droit de choisir ce qu'il accepte. Sa frustration a explosé. Tu es mesquine, a-t-il craché. Tu jettes tout ce qu'on a construit pour une seule erreur. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas une erreur. C'était un schéma qui se répétait, et j'ai enfin arrêté de lui trouver des excuses. Il a passé une main dans ses cheveux, la voix montant dans les aigus.
Alors, c'est ça? 8 ans et c'est fini? Oui. La simplicité de ma réponse a semblé le mettre plus en rage qu'autre chose. Il a tenté une autre approche, plus douce cette fois. Et nos amis, nos familles? Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? La vérité, ai-je dit. Que mon mari est parti vivre avec une autre et s'attendait à revenir quand ça ne marcherait pas. Son visage a rougi. Tu n'es pas obligé de m'humilier. Je ne t'humilie pas, ai-je répondu. Ce sont tes propres choix qui l'ont fait. C'est là qu'il a arrêté de faire les 100 pas. Pour la première fois depuis son retour, il a paru tout petit. Qu'est-ce que je suis censé faire, maintenant, a-t-il demandé doucement. J'ai ressenti une lueur de quelque chose. De la pitié, peut-être. Mais ça n'a pas duré. Ce n'est plus ma responsabilité, ai-je dit. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vis avec. Il est resté planté là une minute de plus, comme s'il voulait dire autre chose, quelque chose qui pourrait tout annuler. Puis il est sorti sans ajouter un mot. Les retombées ont été rapides. Lucas a commencé à raconter sa version des faits à nos amis communs. Comment j'avais été froide. Comment j'avais baissé les bras. Qu'il n'avait eu besoin que d'un peu de temps et que je l'avais puni pour ça. Je n'ai pas débattu publiquement. Je ne me suis pas défendu dans les groupes WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. J'ai laissé la vérité là où elle était. Les personnes qui comptaient vraiment m'ont posé la question directement, et quand elles l'ont fait, je leur ai répondu. Mon père, en revanche, ne s'est pas retenu. Quand je lui ai dit que Lucas avait débarqué en hurlant, il a laissé échapper un sifflement. Il pensait vraiment que tu allais plier. Je crois qu'il pensait que je l'attendrais, ai-je dit, comme si je n'avais pas d'autres options. Eh bien, a dit mon père, il est en train d'apprendre. La procédure légale a avancé rapidement après ça. Mon avocate était efficace, précise, et pas du tout impressionnée par les tentatives de Lucas pour gagner du temps. Chaque retard, chaque plainte, chaque appel émotionnel ne faisait qu'alourdir le dossier. Lucas a essayé de faire traîner les choses. Des emails ignorés, des rendez-vous reportés, des messages vagues sur le fait qu'il avait eu besoin de plus de temps. Le temps était la seule chose que j'avais fini de lui donner. Il a même essayé de prétendre que je lui devais de la patience parce qu'il avait été honnête sur ses sentiments. L'honnêteté n'efface pas les conséquences. Au fil des semaines, je pouvais sentir le rapport de force s'équilibrer. Lucas n'avait plus le contrôle. Il n'était plus en train de choisir entre deux femmes. Il réagissait à des délais imposés, à des documents légaux, à la réalisation que je ne retournerais pas dans le rôle qu'il m'avait assigné. Et quelque part dans cette prise de conscience, l'homme qui pensait pouvoir tout avoir a commencé à comprendre quelque chose de bien plus troublant. Le plan B savait mordre. Et elle ne mordait pas par colère. Elle mordait parce qu'elle en avait fini. Au moment où le divorce est arrivé au stade de la médiation et du tribunal, le chaos s'était retiré de la situation. Ce qui restait était plus calme, plus tranchant. Lucas a arrêté de crier. Il a arrêté de débarquer à l'improviste. Il a arrêté d'envoyer des menaces par texto qui semblaient plus désespérées qu'intimidantes. Maintenant, tout passait par les avocats, des emails avec des objets absurdement calmes, des invitations sur agenda pour des réunions qui allaient liquider 8 ans de vie commune par tranche de 30 minutes. Ce passage de l'émotion à la procédure administrative l'a frappé plus durement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Parce que la procédure se fiche de savoir à quel point vous étiez perdu. Elle se fiche de savoir à quel point une autre personne vous semblait excitante. Elle ne s'intéresse qu'aux faits. Et les actes de Lucas étaient documentés. L'essai d'1 mois, le départ volontaire du domicile conjugal, les relevés financiers, les messages qui prouvaient l'intention, et non la confusion. Quand nous nous sommes enfin assis face à face lors de la médiation, c'était la première fois que je le voyais depuis des semaines. Il avait l'air épuisé. Pas tragique, pas brisé, juste diminué, comme si le fantasme qu'il avait poursuivi l'avait rongé bien plus qu'il ne s'y attendait. Il a tenté une dernière carte, la prestation compensatoire. Son avocate l'a présenté habilement, comment Lucas avait sacrifié l'élan de sa carrière, comment il avait soutenu mon évolution professionnelle, comment ce mariage avait été une aventure financière commune. J'ai observé le visage de Lucas pendant l'exposé. Il refusait de croiser mon regard. Mon avocate n'a pas haussé la voix. Elle n'en a pas eu besoin. Elle a fait glisser les documents sur la table, la chronologie, les SMS,
la preuve qu'il avait quitté volontairement le domicile pour poursuivre une relation extra-conjugale. La pièce est devenue très silencieuse. La médiatrice s'est raclé la gorge. Cela va être difficile à plaider, a-t-elle dit. Difficile l'était poli. Impossible l'était plus proche de la réalité. L'accord final s'est avéré net. Pas parfait, mais juste. Lucas a reçu une petite somme d'argent et les meubles qu'il avait insisté pour choisir des années plus tôt. Le canapé, la table de la salle à manger, la bibliothèque dans laquelle il ne lisait jamais. J'ai gardé la maison. J'ai conservé la majorité de mes économies. Et plus important encore, j'ai gardé ma dignité intacte sur le papier. Le jour de l'audience finale, le tribunal ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Pas de drame, pas de voix qui s'élève, juste des néons blancs, des bancs durs et le bruit des pages que l'on tourne. Lucas était assis à quelques sièges de moi, les épaules voûtées, les mains jointes trop fermement sur ses genoux. Il ressemblait à quelqu'un qui attendait un verdict qu'il connaissait déjà. Quand la juge a pris la parole, sa voix était ferme et totalement indifférente à nos sentiments. L'altération définitive du lien conjugal. L'expression a résonné une fois de plus. Au moment de signer, Lucas a hésité une fraction de seconde. Son avocate a poussé le stylo vers lui. Lucas l'a pris, a fixé le papier, puis a signé son nom comme si ça lui faisait physiquement mal. Et juste comme ça, notre mariage a pris fin. Pas d'explosion, pas de fin digne d'un film, juste de l'encre. À l'extérieur du tribunal, il m'a rattrapé dans le couloir. « Camille » a-t-il dit doucement. Je me suis retourné. « Je suis désolé » a-t-il dit. Pour tout. J'ai cherché dans son regard, pas des excuses, pas l'homme que j'avais épousé, mais une prise de responsabilité. Je sais, ai-je répondu. Mais être désolé ne réparait pas ce qu'il avait brisé. Il s'est approché d'un pas, hésitant, comme s'il voulait me serrer dans ses bras. J'ai reculé d'un pas. Prends soin de toi, Lucas, ai-je dit. Puis je suis parti. Je ne me suis pas retourné. La vie ne reprend pas instantanément son cours après un divorce. Elle se remet en place lentement, de manière inégale, à travers des petits détails silencieux dont personne ne vous parle. La maison a semblé différente une fois les papiers signés. Pas vide, juste honnête. Il n'y avait plus de questions en suspens dans l'air. Plus d'attente pour quelqu'un qui pourrait changer d'avis. Tout ce qui s'y trouvait m'appartenait désormais, même le silence. De temps en temps, j'entendais parler de Lucas par le bouche à oreille. Des amis communs, un voisin qui ne savait toujours pas vraiment de quel côté se ranger. Chloé était passée à autre chose, apparemment très vite. Elle avait trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, de plus brillant, le genre de personne qui n'arrivait pas avec des bagages ou des attentes. Lucas, de son côté, essayait encore de comprendre à quoi ressemblait sa vie sans filet de sécurité. Il avait emménagé chez un proche pendant un temps, puis dans un petit appartement plus près de Paris. Les gens disaient qu'il avait l'air fatigué, plus effacé. Entendre cela ne m'a pas apporté de satisfaction, et je n'ai pas ressenti de pitié non plus. C'était juste la suite logique des choses. Un après-midi, des mois plus tard, je suis tombé sur lui au supermarché. J'étais au rayon fruits et légumes, en train de comparer des avocats, quand je l'ai senti. Cette intuition qu'on a quand quelqu'un de familier est proche. J'ai levé les yeux. Il était là. Nos regards se sont croisés une demi-seconde. Je l'ai vu immédiatement, la culpabilité, le regret, la conscience d'avoir mal calculé quelque chose qu'il ne pouvait pas défaire. Il m'a fait un petit signe de la main, maladroit. J'ai hoché la tête une fois, et j'ai continué mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin, regardant le ciel s'assombrir au-dessus de ce quartier qui avait été témoin de l'effondrement silencieux de mon mariage. J'ai pensé à quel point j'avais été proche de l'attendre, de rester immobile, de laisser quelqu'un d'autre décider de ma valeur. Lucas avait voulu un mois pour y voir plus clair. Ce qu'il m'a offert à la place, c'est une certitude absolue. J'ai appris quelque chose de fondamental à travers tout ça. L'amour ne se prouve pas par de grands gestes ou des excuses dramatiques. Il se prouve par la constance, par le fait de choisir la même personne même quand quelque chose de plus attirant passe à proximité. Par la compréhension que l'engagement n'est pas une prison. C'est une promesse. Lucas pensait qu'il pouvait partir,
explorer et revenir. Que je serais reconnaissante d'être à nouveau choisie. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne sont pas des objets que l'on met en attente. Et je ne suis pas une roue de secours. Je ne regrette pas la façon dont j'ai géré les choses. Pas parce que c'était facile. Ça ne l'était pas. Mais parce que je ne me suis pas trahi moi-même en essayant de sauver quelque chose qui avait déjà franchi la porte. J'ai reconstruit ma vie, en silence, à ma façon. Et ça s'est avéré être la conclusion la plus satisfaisante de toutes.